Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous portez bien. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez la vidéo. Alors, je suis Eric Koulodi, data scientist, ingénieur machine learning. Et aujourd'hui, je vais vous présenter. Alors, ça va se passer en deux volets. Le premier volet plutôt, excusez-moi, sera chargé de vous présenter euh, la chaîne ML Academy et aussi la fondation ML Academy. La fondation ML Academy qui vous permet d'apprendre, de progresser, de s'inspirer et d'évoluer sur un roadmap pour pouvoir devenir un data scientist moderne, un ingénieur IA ou bien un ingénieur ML en 2026 jusqu'à à l'employabilité. Alors, très rapidement, je vous présente. ML Academy est entreprise est une entreprise digitale qui vous permet ensemble de pouvoir construire des solutions d'intelligence artificielle et qui fait de vous votre carrière. Alors, donc, cette première cohorte, parce que c'est une première cohorte qu'on lance actuellement, donc cette première cohorte de la Fondation ML Academy vous permettra de pouvoir passer de zéro à data scientist moderne en ingénieur IA et un ingénieur machine learning en 90 jours grâce à des projets réels. Alors, c'est quoi précisément ML Academy et pourquoi? Vous voyez, dans la majorité des cas, nous suivons des tutos. Vous êtes autodidacte ou bien vous êtes en reconversion. La première des choses qu'on fait est de pouvoir passer directement sur YouTube. Alors, ma première intention, c'est de passer directement sur YouTube. Je suis quelques tutos sur Python, je suis l'analyse de données, etc. Et on se croit directement être data scientist, on peut se croire directement pouvoir entraîner un modèle sans pouvoir comprendre les conséquences. Donc, c'est ce que nous subissons, ou bien c'est ce que la majorité des jeunes en reconversion, en autodidacte subissent aujourd'hui et n'arrivent pas à pouvoir suivre euh, un itinéraire donné, n'arrive pas à pouvoir suivre une route donnée, une route bien définie, un cadre logique bien défini pour pouvoir atteindre leur objectif d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an. Alors donc c'est pourquoi ML Academy a été créé. Les formations que nous apprenons, les formations que nous suivons, nous apprennent à entraîner des modèles, nous apprennent à analyser, mais rarement ces modèles que nous entraînons, ces analyses de données que nous faisons, ne nous amènent pas à pouvoir évaluer l'impact de ce que nous faisons, évaluer l'impact des modèles que nous développons, évaluer l'impact de l'analyse de données que nous produisons, tout le temps que nous investissons dans l'analyse de données, dans la modélisation, etc., n'arrivons pas à réaliser l'impact de tout ce que nous faisons. Donc, très rarement, nous avons des modèles qui entrent en production parce qu'elles dorment souvent dans le notebook ou bien nous avons des datasets parfaits, tout est parfait. On est bon parfois, mais nous n'arrivons pas à mettre en production. Donc, ML Academy vient pour résoudre ce problème-là. Nous venons à votre aide. Nous venons vous assister. Vous savez développer un modèle, mais nous vous accompagnons sur certaines bases de données, sur la modélisation proprement dit, sur les regrets d'hyperparamètres. Nous vous accompagnons aussi sur comment développer, déployer un modèle en production et mesurer, surveiller l'impact de ces modèles-là en production. Et quel serait l'impact de ce modèle que vous développez précisément dans la vie active? Quels sont les résultats que vous obtenez à la fin? Alors donc c'est ça construit une solution d'intelligence artificielle. Donc ML Academy vient pour former une nouvelle génération de data scientists capables de pouvoir construire des solutions d'intelligence artificielle complètes de bout en bout. Alors cette formation, cette académie est conçue généralement pour qui? Cette académie est conçue généralement pour toute personne motivée avec ou sans expérience. Donc que vous ayez des expériences ou non en data science préalablement, ce n'est pas un problème. Donc que vous soyez des étudiants en informatique ou en sciences de gestion, etc., que vous soyez des développeurs, que vous soyez des data analysts qui peuvent analyser ou bien qui peuvent déjà développer des modèles de machine learning, que vous soyez déjà des ingénieurs et que vous voulez vous convertir par exemple ingénieur civil, ingénieur BTP, ingénieur en industrie par exemple, et que vous soyez déjà dans le monde de l'industrialisation, mais que vous devez savoir comment
La data science évolue dans votre monde, nous sommes là et c'est pour ça que nous avons créé cette ML Academy cette académie pour vous. Nous avons aussi nous venons aussi à l'endroit des professionnels en reconversion technologique. Nous venons aussi à l'endroit des autodidactes motivés. Les jeunes aujourd'hui sont motivés, vraiment motivés. Je fais partie de ces jeunes-là qui apprennent, qui apprennent encore. Donc, nous sommes tellement motivés à pouvoir travailler, à pouvoir évoluer suivant notre carrière, avoir une vie professionnelle stable. Donc, ML Academy se place au beau milieu avec vous et essaie de vous raccorder, de vous suivre de bout en bout jusqu'à ce que vous soyez opérationnel sur le marché de l'emploi et que vous ayez un emploi stable. Alors, le parcours en un coup d'œil. Comment le parcours avec ML Academy, ça va se passer? Nous allons passer d'une étape de préinscription jusqu'à la communauté alumni. Donc, voici les étapes. Nous allons passer d'une préinscription, vous allez réserver une place. Bien sûr, le lien d'inscription sera lancé d'ici peu. Vous allez essayer de réserver votre place. Et dès que vous avez réservé votre place maintenant, nous allons vous faire passer un entretien de motivation d'environ 10 à 15 minutes. On fait une ouverture officielle de la formation. Et pendant 90 jours intensifs, de formation intensive, vous allez développer, travailler, apprendre, progresser, partager avec la communauté tout ce que vous savez au quotidien et à la fin, vous réalisez un projet. Donc, en général, en termes de chiffres, nous avons 90 jours pour pouvoir apprendre. Ça dépend de la formation, ça dépend du programme que vous allez choisir, ça dépend de la spécialisation et en fonction de la spécialisation, nous allons ajuster les chiffres. Vous avez 90 jours, 21 modules, 180 vidéos. Alors, ces vidéos, ces 180 vidéos ou bien modules ne sont pas juste des tutos que vous allez suivre. Nous vous accompagnons durant toute cette période-là pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, comment est-ce qu'il faut vous enseigner, tout ça. Donc, nous allons travailler à tout le rôle, partager ensemble. Nous allons réaliser plus de 400 et de 40 TP de travaux pratiques. C'est bien sûr des projets, des mini-projets qui sont valorisables sur vos CV. 10 projets concrets dans la vie active, déployés correctement et un projet final qui vous donne droit à la certification, bien sûr. Alors donc, le parcours, le roadmap des 90 jours, c'est ça. Nous avons ce roadmap, ou bien cette roadmap plutôt, c'est conçu en 7 niveaux progressifs. Alors, nous allons passer des niveaux débutants à un ingénieur IA ou bien un data scientist opérationnel sur le marché. Donc, chaque niveau se termine par un projet concret. D'abord, une première partie, après votre acceptation, après votre admission pour cette cohorte, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer maintenant à une orientation. Donc, environ une semaine, nous allons essayer de vous programmer. Nous allons expliquer l'écosystème data, configurer votre environnement et nous allons vous permettre de choisir une bonne spécialisation selon votre profil. Et bien sûr, après ça, maintenant, on va commencer les fondations. Après que vous ayez choisi votre spécialité, etc., nous allons essayer maintenant de commencer la formation proprement dite. Et nous allons suivre le cours de la formation jusqu'à la fin. Et le lien de la page de la présentation, je vous enverrai bien sûr à la fin de la vidéo. Et ce que vous saurez faire à la fin de ces 90 jours de formation intensive que vous aurez, c'est que vous serez capable déjà de pouvoir identifier un problème réel dans la vie active, de pouvoir identifier, d'abord vous identifiez le problème, vous identifiez le business impact, vous identifiez quelles sont les données que je dois utiliser, quelles sont les parties prenantes qui entrent en jeu, quels sont les trucs importants qui entrent en jeu, quelles sont les actions importantes à mener pour pouvoir, quelles sont les actions importantes qui viendront mener à bien votre projet. Et après ça, maintenant, s'il y a une étape d'analyse de données, c'est que vous serez capable en tant que data scientist, en tant qu'ingénieur machine learning, en tant qu'ingénieur IA, de pouvoir utiliser les outils que nous allons utiliser, bien sûr, au quotidien, durant toutes ces formations, pour pouvoir analyser un dataset complet, extraire des insights pertinentes, entraîner et évaluer un modèle de machine learning, parce que c'est là que se trouve la capacité de tout un ingénieur machine learning. Vous allez essayer maintenant de pouvoir faire consommer votre modèle ou bien vos résultats, vos dashboards par une API bien sûr, et versionner, par exemple, vous allez versionner, héberger votre code pour pouvoir permettre à n'importe qui de pouvoir assurer la reproductibilité.
Nous allons passer maintenant dans une infrastructure, dans une architecture cloud qui va vous permettre de pouvoir déployer de pouvoir contenir, de pouvoir mettre votre projet à la disposition de la population, de ceux qui veulent réutiliser ce projet-là exactement et de façon publique. Et après, nous allons créer un portfolio, bien sûr, qui va vous permettre de pouvoir vous rendre visible sur le marché de l'emploi. Alors, pourquoi vous devez forcément choisir ML Academy pour pouvoir suivre la formation? Alors, d'abord, nos formations sont pensées directement impact. Impact marché, impact business, impact solution, impact développement durable. Nos formations sont conçues de la sorte. Pas pour le volume, pas pour la certification et pas pour le diplôme, non. Vous allez, nous basons sur le savoir-faire, le savoir-être, donc environ 80% de pratique et 20% de la théorie. Vous apprenez généralement 20% de la théorie et le 80% restant, c'est rien qui nous demande de la pratique que vous allez effectuer durant tout le processus pendant les 90 jours. Vous allez réaliser des projets pas possibles, vous allez faire partie d'une communauté, et bien cette communauté est en train d'être construite actuellement. Donc à la fin, vous ferez partie bien sûr d'une bonne communauté qui partage tous les emplois, tous les postes à pouvoir qui vous permettront de pouvoir mettre aux postes les plus importants afin de pouvoir travailler et puis être à l'aise, construire une carrière professionnelle. Donc, tout au long de ce parcours de formation de 90 jours, chaque étudiant repartira bien sûr avec un portfolio complet de projets déployés. Vous allez déployer tout un portfolio, c'est-à-dire au moins 10 projets. Au moins 10 projets, vous allez construire ensemble jusqu'à la fin. Vous allez construire 10 projets au moins valables sur qui sont valorisables sur sur vos CV, que vous pouvez présenter avec fierté et mesurer et que les recruteurs peuvent mesurer l'impact de ces projets dans la vie, dans l'environnement, dans la vie active. Donc, nous allons passer non seulement de l'analyse de données, de la modélisation des réseaux de neurones, vous allez parler des systèmes cloud, nous allons parler des systèmes LLM, développer des applications LLM, etc. Et jusqu'à la fin. Donc, alors, vous allez nous demander combien de places nous réservons. Généralement, on avait prévu 50 places. Et donc, sur les 50 places, nous allons essayer de faire une sélection. Pour cette première cohorte, 50 places, bien sûr, sont disponibles. Et sur les 50 places maintenant, nous allons essayer de faire après sélection si toutes les 50 sont motivées, nous prenons les 50. Mais si les 50 ne sont pas motivés, leur motivation ne suffit pas pour pouvoir le prendre dans cette cohorte. Bien sûr, nous allons essayer d'ajuster et puis d'atteindre un minimum de 30 places pour le moment. Mais lors de l'inscription, lors de la préinscription, bien sûr, lors de la préinscription qui va se dérouler dans les prochaines semaines, vous aurez 100 places disponibles. Il y aura bien sûr 100 places qui sera disponibles, ouvertes à tous. Dans n'importe quel pays que vous êtes, vous pouvez vous inscrire à cette formation. Après sélection, après entretien, nous allons retenir les personnes motivées et très importantes, très adaptatives pour apprendre et les accompagner, répondre personnellement à chaque question, corriger des projets individuellement avec eux et nous allons construire ensemble une communauté bien soudée. Alors donc, bien sûr que avec une académie, nous avons toujours des valeurs. Donc, la pratique avant tout. On ne code pas dès le premier jour. Non, il faut comprendre. Pas de théorie sans application, bien sûr. Nous avons aussi le partage qui importe vraiment. Si vous savez quelque chose, c'est que vous devez partager avec votre voisin pour qu'il soit au courant. Nous construisons bien sûr des projets open source. Nous nous assons sur le mentorat et puis sur des projets réels. Alors, vous avez envie de rejoindre la communauté ML Academy, c'est un réseau de passionnés, bien sûr. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord, vous pouvez nous rejoindre sur GitHub, sur YouTube et sur LinkedIn. Il n'y a pas de problème. Alors donc, pour cette première cohorte, l'inscription n'est pas encore lancée. Nous allons bien sûr lancer l'inscription d'ici peu et laisse place à la magie. Alors, donc, merci d'avoir suivi d'abord la présentation de ML Academy. La plateforme qui vous permet de vous connecter avec
les talents en data et en intelligence artificielle de demain. Alors, sans plus tarder, on va passer maintenant au premier jour de la formation. Bien sûr, ce sont des tutos pour le moment. Premier jour de la formation, où nous allons parler des outils indispensables pour le développement, pour l'environnement bien conçu, pour un environnement bien conçu pour un data science ou bien pour toute une entreprise de data. Alors, je vais parler bien sûr d'un environnement très important. Alors, la configuration ultime, UV ou PyPy. Alors, là, la question se pose. C'est quoi UV? C'est quoi PyPy? Bien sûr, on se pose la question de savoir. Voilà, depuis 2000, enfin, je ne sais pas, hein, peut-être depuis 2018, depuis des années entières, nous utilisons toujours PyPy pour pouvoir installer les dépendances, installer des packages, des librairies, etc. Mais moi, je connais PyPy directement depuis 2019 et que je l'utilisais même jusqu'à hier ou bien avant-hier, je l'ai utilisé bien sûr pour pouvoir installer. Mais avant de me rendre compte bizarrement que, bien sûr, il existait, j'avais lu une documentation de UV qui permet aussi de pouvoir lancer, de pouvoir installer les dépendances, de pouvoir installer les packages. Et ça, elle était tellement rapide et très speed. Donc aujourd'hui, je vous présente UV et PyPy. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de pouvoir analyser pour voir lequel de ces packages, de ces gestionnaires de packages nous permet de pouvoir aller plus rapidement et quelle est la bonne stratégie à utiliser. Alors, une seule chose à faire, une seule action, abonnez-vous, likez, commentez et suivez la chaîne. C'est tout. Et ouvrez vos ordinateurs directement, nous allons passer directement à la pratique. Alors, on vient. Pour une précédente vidéo que j'avais fait, j'avais listé directement les jours 0. Pour le jour 0, j'avais listé les outils indispensables pour un data scientist modèle. Alors, bien sûr, j'ai parlé de Antigravity, de Shell, de Git et GitHub, de Jupyter Notebook, etc., de Claude. Bien sûr, ce sont les outils modernes d'intelligence artificielle que nous devons utiliser aujourd'hui. ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Alors, mais aujourd'hui, le sujet n'est pas de parler des outils, mais elle est très importante que je revienne sur ça. On va parler de UV et de PyPy. Pourquoi choisir UV au lieu de PyPy? Ou bien pourquoi choisir PyPy au lieu de UV? Alors d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que PyPy et UV sont tous des paquets, sont tous bien sûr des gestionnaires de paquets, de gestion et de projets Python qui vous permettent de pouvoir installer des dépendances, créer des environnements virtuels, versionner des projets de Python et de faire des exécutions d'outils. Donc, c'est un guide qui permet, c'est un paquet qui permet aux développeurs débutants de couvrir l'installation, la création de projets, la gestion de dépendances, etc. Alors, donc, mais un problème s'impose. Non seulement, avec PyPy, vous avez la gestion de dépendance. Il y a beaucoup de gestion, il y a des conflits de dépendance qui s'imposent. Il y a, vous pouvez installer une version de Python 3.12 et un autre peut installer une version de Python 3.13. Et donc là, ça crée une confusion de dépendance de version de Python. Alors donc pour éviter toute cette tracasserie dans un projet évolutif, parce qu'un projet que vous utilisez aujourd'hui peut être arrivé ou bien peut être amené à évoluer beaucoup plus. Donc c'est pourquoi il faut choisir un meilleur gestionnaire de package. Et en 2026, le meilleur gestionnaire de package qu'il faut utiliser, c'est UV. Et pourquoi? UV est un gestionnaire de paquets de projets Python écrit en Rust par Astral, bien sûr, qui est 100 fois plus rapide, je dis bien 100 fois plus rapide que PyPy. UV, c'est un gestionnaire de paquets qui est beaucoup plus, 100 fois plus rapide que PyPy. Parce que quand vous prenez PyPy pour pouvoir faire une installation, elle peut durer plus à 10-15 minutes. Je prends par exemple Torch, quand vous voulez installer la librairie PyTorch sur votre machine avec PyPy, ça peut durer jusqu'à 1 heure de temps.
en raison de la connexion. Mais avec UV, c'est beaucoup plus rapide. Même déjà en 5 minutes, l'installation de Touch est finie. Donc, UV remplace à lui seul PIP, PIP Tool, Virtual Env, PyEnv et PPIPinst. Donc, pour l'installation des gestions des dépendances bien sûr, des environnements virtuels, des versions de Python, UV couvre tout ça. Et ce qui est plus important avec UV permet aussi l'exécution d'outils. Et ça permet aussi de créer un fichier log file pour assurer la reproductibilité de votre projet dans n'importe quel espace de travail. Donc, le problème, c'est que trop d'outils pour gérer Python. Et donc, si vous avez déjà travaillé sur un projet Python, vous pouvez connaître déjà probablement ces gens de frustration où PP est tellement lent que les installations et dépendances peuvent, je l'ai dit tout à l'heure, peuvent prendre plusieurs temps de temps. Et en plus, PP ne dispose pas d'un fichier natif, qui permet à tous les développeurs de se mettre d'accord sur une version de Python ou bien sur une version qui doit être utilisée dans un projet quand il s'agit de Python. Donc, afin d'éviter tout ça, PP et UV viennent résoudre ce problème-là. Résoudre tous ces problèmes en un seul outil. Donc, très rapidement, et comment on peut rapidement installer UV sur votre... Vous pouvez directement installer UV sur votre machine. Alors, pour installer UV sur votre machine, elle est très simple. L'installation, elle est très simple. Je vous montre comment vous pouvez l'installer. Alors, si vous êtes sur Windows, Linux, Mac OS ou bien n'importe quel système d'exploitation, vous avez qu'une seule chose à faire. Avoir la connexion Internet, ouvrir directement votre ligne de commande, c'est-à-dire votre CMD pour les Windows, Linux, terminal pour les Linux, Mac OS pour ceux qui utilisent Mac OS ou bien Homebrew bien sûr. Alors, la première des choses à faire, c'est de pouvoir copier. Nous allons l'installer directement. Nous allons d'abord faire une première configuration en utilisant la commande curl. Cette commande curl permet directement de pouvoir initialiser l'installation de UV. Donc, moi je l'ai déjà fait. Alors, donc, je l'ai déjà fait bien sûr. Donc, quand je lance directement, je l'ai déjà fait. Donc, je ne vais plus le faire. Quand vous lancez, vous copiez directement la commande, vous tapez sur Entrée et tout marche bien. On est d'accord. Donc, j'ai fini avec ces premières commandes. La deuxième commande maintenant serait de voir la configuration de UV. Donc, on a less uv-install.ssh. Et donc, quand vous lancez cette commande, ça vous ouvre un fichier nano dans votre terminal directement. Donc, après, vous pouvez taper sur Q pour revenir ou bien exit pour revenir à la ligne de commande. Donc, je viens. Et après ça, maintenant, vous allez lancer l'installation proprement dit. Donc, pour lancer l'installation proprement dit, il suffit d'utiliser la commande sh sur n'importe quel système. sh espace uv-install.csh. Donc, ce fichier uv-install.csh est déjà créé, a été déjà créé, bien sûr. Ce fichier a été déjà créé dans votre sur votre machine ou bien dans votre dossier home déjà. Donc quand vous lancez directement, l'installation va commencer et puis l'installation se termine correctement bien. Donc après avoir installé un package ou bien une librairie, normalement il faut vérifier la version de ce que vous avez installé. Donc pour vérifier la version, il suffit seulement d'utiliser la commande uv-version parce que uv on a installé. Voilà. Donc vous pouvez voir directement que UV a été installé directement sur la machine. La version 0.11.29. C'est la dernière version bien sûr de UV qui existe actuellement. Et donc, quelqu'un d'autre qui a utilisé par exemple, quelqu'un d'autre peut aussi choisir d'utiliser PIP. Si PIP a été déjà installé sur sa machine, quelqu'un d'autre peut choisir d'utiliser PIP pour pouvoir l'installer. Alors donc, il suffit seulement de taper la commande pp install-uv et que vous lancez la commande, tout marche correctement bien. Alors ici, voilà, tout ce que je disais tout à l'heure, c'est que étant donné que je ne suis pas dans un environnement
virtuel pour pouvoir installer les dépendances. Donc, PP refuse de pouvoir exécuter ces commandes. Parce que quoi? Il dit erreur. Externally managed environment. Donc, environnement peut être mal. Environnement de travail peut être mal géré externellement. Donc, voilà, on s'en fout de ça. Alors, donc, les premiers pas ont été faits. Maintenant, on va voir maintenant comment on peut créer, initialiser un projet avec UV. On va essayer de voir comment vous pouvez initialiser un projet avec UV. Alors, comment initialiser maintenant un projet avec UV? Mais bien avant de venir à ce niveau, bien avant de pouvoir parler de l'initialisation d'un projet avec UV, on va essayer maintenant de vérifier les versions de UV à Python qui sont disponibles sur votre machine. Alors, j'ai installé la version de UV 0.11.29 sur ma machine. Maintenant, quelles sont les versions de UV associées à Python qui sont sur ma machine? Donc, pour le faire seulement, il faut taper la commande UV Python list. Et là, ça va vous lister toutes les versions de UV associées à Python directement. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que la version 3.15 avec bien sûr la version de UV, je vais relancer la commande, vous allez voir. Avec la version 0.11.29, toute cette version-là, toutes ces versions de Python sont disponibles sur UV, sur cette version de UV. 3.15, 3.14, 3.13, 3.37, etc. jusqu'à 3.8. Donc de 3.8 jusqu'à 3.15 est disponible avec la version UV 0.11 de Python. Et quelle est la version qui est disponible, la version de Python associée à UV qui est disponible sur ma machine? C'est bien sûr la version 3.13. Ouais. La version 3.13 parce qu'elle me dit déjà que la version 3.13 est ici. Donc si j'avais installé, si j'avais la version 3.13.14 sur ma machine, elle dira aussi que ici au lieu de download available, il me dira directement que il me donnera le home path ici, l'export home path ici avec USR bin Python 3.13. Alors donc, on a vérifié les versions de Python qui sont installées directement sur notre machine. Alors donc, maintenant on va laisser place à la création de projet. Comment créer, structurer un projet avec UV. Alors, comment vous pouvez créer et structurer un projet avec UV? La première des choses qu'il faut faire, c'est de pouvoir créer un projet avec UV. Et donc ensemble, nous allons essayer de créer un projet UV. Alors, d'abord, je vais voir, j'avais déjà créé un projet que j'ai nommé 90. Donc, je vais le supprimer et puis on va recréer. Donc, pour supprimer, normalement, dans un terminal, un dossier, c'est seulement cette commande-là, -rf, rm-rf 90. Et donc, ça supprime directement le dossier de la racine. Alors, donc, 90 jours, le dossier 90 jours est supprimé directement de la machine. Donc, maintenant, ça, c'est un fichier. Donc, maintenant, on va recréer le projet. Alors, donc, on vient. La première commande pour initialiser un projet, créer, initialiser le projet, n'importe quel projet, et que vous voulez initialiser avec UV, ce qui est beaucoup plus recommandé parce que j'ai bien sûr dire que avec UV, vous devez initialiser au début le projet pour que la version de Python que vous utilisez soit utile ou bien soit utilisée par les autres membres de l'équipe avec lesquels vous devez travailler. C'est très important. Elle est très importante de pouvoir utiliser UV parce que UV fixe directement la version de Python. Donc peu importe la version de Python qui est sur la machine de votre équipe ou bien de l'un de vos membres de vos équipes par exemple, de votre équipe bien sûr, la version de Python avec UV directement, votre membre d'équipe voit directement que c'est cette version. Donc il s'adapte directement avec cette version uniquement pour pouvoir travailler, pour pouvoir mener à bien le projet. Donc pour le faire, il suffit seulement d'utiliser une seule commande, la commande UV init. UV init c'est pour dire initialiser le projet. Et vous donnez maintenant le nom du projet. Alors, on va donner le nom du projet, on va dire, je prends quoi par exemple, 90 jours. Donc je dis 90 jours. Le nom de mon projet, c'est 90 jours.
quand je lance. Alors, vous pouvez voir directement ça. Le message, c'est pour dire que Initialize Project 90 jours at home Doneric 90 jours. Donc, quand je fais un LS maintenant, pour lister les dossiers, vous pouvez voir directement que 90 jours a été bien créé. Alors, le dossier 90 jours a été créé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? 90 jours a été créé, donc je reviens ici. On va voir. Alors, le dossier 90 jours a été bien créé tout à l'heure. On va retaper la commande uvinit 90 jours. Alors, le projet a été déjà initialisé, bien sûr, et que le fichier existe. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire maintenant? On va essayer, donc, je vais me mettre maintenant à la racine de ce projet-là. Je vais changer de direction parce que ici, je suis à la racine de ma machine proprement dit, de mon système proprement dit. Donc, je vais me mettre maintenant à la racine du projet parce que c'est là où on veut travailler. Donc, la première des choses maintenant, je fais quoi? CD pour dire Change Directory et puis je tape 90 jours. Et là, je suis directement à la racine du projet. Alors, vous allez voir tout ce bazar ici. Vous allez vous demander c'est quoi. Alors, d'abord, 90 jours, c'est le nom de mon dossier de mon projet. 90 jours, c'est le nom de mon projet. On est d'accord? Ceci, on développe. Développe, c'est parce que j'ai initialisé directement Git dans mon dossier. Donc, c'est pour cela que je me retrouve avec la branche développe. C'est une branche de Git. Alors, ceci, at Minikube. Minikube, c'est pour dire que j'ai une version, j'ai Kubernetes. Et bien sûr, j'ai une mini version de Kubernetes qui est en configuration, qui est bien sûr en running sur ma machine. On est d'accord? Alors, ceci, version 0.1, c'est pour dire via truc là, via 3.13. Ceci, c'est quoi? La version de Python qui est installée directement sur ma machine. Alors donc, on va continuer. Alors donc, on a initialisé le projet avec UV. Elle est beaucoup plus rapide d'initialiser. On vient de monter à la racine du projet. Donc, on va essayer maintenant, je vais essayer d'ouvrir. On va essayer d'ouvrir le projet 90 jours dans un environnement de travail, c'est-à-dire dans VS Code ou bien dans Anti-Gravity pour voir comment est-ce que le dossier se présente. Donc, on ouvre rapidement VS Code. On va voir le projet, comment est-ce qu'elle se comporte. Parfait. Alors voilà. Je suis dans mon projet. On est d'accord, 90 jours. C'est bien ce que je viens de créer, 90 jours. On est d'accord? Alors donc, je vais agrandir rapidement pour que vous voyez. Je suis dans mon dossier 90 jours, dans VS Code. Alors, qu'est-ce que vous pouvez voir directement? Que le projet a été bien initialisé parce que nous avons utilisé UV, init, le nom du dossier, le nom du projet. Donc, c'est ce qui a été créé. Alors, la première des choses, vous pouvez voir directement le fichier gitignore. Le fichier gitignore, c'est pour lui, ça permet de pouvoir ignorer tout ce qui est environnement virtuel, les well, les fichiers de builder, les fichiers cache, etc. UV et gitignore permet de faire ça. Alors, le deuxième fichier que vous pouvez voir ici, c'est le fichier .python.version. Alors, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est pour dire que ceci, il a mis 3.13. Donc, ça veut dire que n'importe qui clone ce repos, quand je mets directement ce dossier ou bien ce projet sur GitHub, comme ça, n'importe qui va essayer de pouvoir cloner ce repos pour pouvoir travailler doit forcément utiliser la version 3.13. À moins qu'il décide de changer la version, de mettre à jour une deuxième version de Python. Donc ceci sera écrasé et la nouvelle version de Python sera mise à jour directement ici. Alors, il y a bien sûr un fichier d'exécution, c'est-à-dire un fichier de départ qui vous permet de code de démarrage. Donc le fichier main.py qui vous permet de pouvoir exécuter cette commande pour voir hello from 90 jours, etc. Alors, le plus important, c'est ce fichier là. C'est le fichier de configuration. Le PyProject Toml. Alors, qu'est-ce que vous pouvez voir?
dans cette configuration, il y a une chose importante que vous pouvez voir. D'abord, il y a la façon d'écrire un fichier TOML, parce que ceci c'est un fichier TOML. Il y a une façon d'écrire le fichier TOML. Il faut d'abord mettre crochet projet, le nom du projet, 90 jours. On est d'accord? La version de Python, la version de mon projet. La version de mon projet. Donc c'est ce qui est bien avec UV ça. Avec UV, vous pouvez définir directement la version de votre projet. Alors, imaginez-vous par exemple, je passe de la version 0.1 à la version 0.2. Il me suffira seulement de pouvoir revenir dans le fichier PyProject.toml et puis je modifie la version de projet ici pour mettre par exemple 0.1, 0.11 ou bien 0.23 par exemple. Ça c'est ce que je choisis de faire. Donc avec ça, la version de mon projet sera mise à jour directement. On saura qu'il y a une nouvelle version de projet qui est mise en place ou bien qui est disponible actuellement de ce même projet. Alors, une description, voilà. Ici, je peux mettre une description donnée. Ça dépend. Hein. Voilà, je peux dire, je mets par exemple formation ML Academy. Voilà, je vais mettre ça en petit caractère. Formation of ML Academy. Jour 1 sur 90. Ouais, d'accord. Jour 1 sur 90. Voilà. Donc, après ça, maintenant, vous avez un fichier readme. Le fichier readme, Markdown, bien sûr, qui vous permet de pouvoir faire de la documentation, de pouvoir assurer la reproductibilité pour permettre à n'importe qui lit directement le fichier readme de pouvoir comprendre votre projet, de pouvoir reproduire exactement ce que vous avez fait pour voir si tout marche bien. Alors, vous pouvez voir directement le require-Python, la version de Python qui est requise dans votre projet. 3.13, supérieur ou égal à 3.13. Donc, ça peut être 3.13.4, 3.13.7, 3.13.17, etc. Donc, les dépendances. On n'a pas encore installé n'importe quel package. On n'a pas encore installé des packages ou bien des librairies dans notre projet afin de pouvoir l'utiliser. Donc, c'est pour cela, ici, au niveau des dépendances, il n'y a pas encore de dépendance. Il n'y a pas encore de librairie ou bien de package qu'on veut utiliser. Alors, bien sûr, le fichier readme est laissé à votre disposition pour que vous puissiez le remplir, le compléter, etc. Donc, c'est bien sûr la configuration avec UV. Vous avez directement une première configuration de votre projet qui vous permet d'avoir un aperçu directement de la version du projet, la description, le nom du projet et puis un fichier readme à compléter. Alors donc, on continue. Alors, donc, après cela maintenant, on va essayer de tester. On va bien sûr essayer de tester on va essayer maintenant de tester le script. Donc, pour tester le script main.py qui a été mis ici, donc je vais lancer un ls. Vous pouvez voir directement le readme qui est là, le fichier .py, le fichier py.budget.toml. Alors donc, on va essayer maintenant d'exécuter ce fichier là. Donc, pour utiliser, vous pouvez utiliser bien sûr UV. Vous pouvez utiliser Python 3 main.py pour pouvoir exécuter le fichier bien sûr et ça marche. Vous pouvez utiliser aussi UV pour pouvoir exécuter le script. Alors, il suffit seulement d'utiliser la commande UV run, le nom du fichier main.py. Et là, vous pouvez voir directement, ça veut dire quoi? Que d'abord, un environnement virtuel, l'interpréteur est activé et utilisé. Un environnement virtuel a été activé directement. Ouais, ça c'est l'opportunité qu'on a quand on utilise directement UV. Un environnement de travail de virtuel a été créé directement. Le point vnv.1 et ici la commande ou bien le message dans le script a été interprété, a été exécuté correctement. Hello from 90 jours. Alors donc, on va essayer de voir. Alors, quand on exécute directement, qu'est-ce qu'on peut voir?
D'abord, ici, revenez ici, vous pouvez déjà constater que quand on n'avait pas encore exécuté un script, vous pouvez voir directement qu'il y a uniquement 3 fichiers. On est d'accord? Mais quand j'ai exécuté le fichier, on revient directement à 4 fichiers. Comment ça s'est passé? Pourquoi? Alors, donc, on va passer maintenant dans VS Code pour voir ce qui s'est passé. Alors, d'abord, après avoir exécuté le script uv run main.py, qu'est-ce qu'on a constaté? D'abord, l'interpréteur a été utilisé, l'interpréteur de Python a été utilisé, le CPython a été utilisé, bien sûr, pour pouvoir interpréter le code. L'environnement virtuel de travail a été créé et maintenant le message a été interprété correctement, a été exécuté correctement. Donc, c'est ce qui a débouché directement sur ces deux fichiers-là. Le fichier VNV qui vous permet de pouvoir installer toutes vos dépendances dans un environnement virtuel. Et ici, vous avez le fichier logfile, uv.logfile. Alors, uv.logfile, vous pouvez directement constater la version de Python, une révision 3, la version de votre projet, bien sûr, une révision 3, et puis vous allez voir directement la version de Python qui a été utilisée. Bien sûr, le Require Python 3.13 et les packages maintenant. Alors, est-ce que votre projet est sous forme de package? Est-ce que votre projet est sous forme de librairie? Ou bien est-ce que votre projet, c'est un simple projet? Ici, nous sommes dans le cas d'un simple projet. Donc, vous pouvez voir le nom du projet. Ça. Le source ici, c'est quoi? La source ici, c'est virtual. Alors, virtual, c'est pour dire qu'il a activé l'environnement virtuel. Il a créé directement un environnement virtuel. Vous n'avez plus besoin de pouvoir créer un environnement virtuel. Parce qu'auparavant, avant de créer un environnement virtuel en Python, il faut d'abord installer la librairie pip install ou bien le package et pip install virtual, le package virtual env. Et donc, après l'avoir fait maintenant, vous allez créer l'environnement virtuel. Et donc, vous utilisez ce package maintenant pour pouvoir créer l'environnement virtuel en utilisant virtual env et vous donnez directement le nom de l'environnement virtuel. Ouais. Mais ici, ce n'est plus ça. Quand vous utilisez UV directement, l'environnement virtuel est créé pour vous. Automatiquement, l'environnement virtuel est créé. Donc, pour l'activer, elle est très simple. Je tape directement, je suis sur Linux, donc ça va être source.vnv-bin/activate. Et vous voyez directement l'environnement Python et l'environnement VNV a été initialisé directement. Voilà, un environnement virtuel a été activé directement. Alors donc, bien sûr, voilà, au lieu d'utiliser PIP pour pouvoir créer un environnement virtuel, vous pouvez utiliser aussi la commande UV-VNV. Alors donc, on va essayer ça aussi pour voir comment ça marche. UV-VNV. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez voir? Using CPython 3.13 interpreter at /usr/bin/python 3 creating virtual environment at .vnv. Alors, il me pose la question de savoir, a virtual environment already exists at VNV. Do you want to replace it, yes or no? Alors, donc, qu'est-ce que ça me demande de faire? Il me demande déjà que il me dit d'abord que la création de l'environnement virtuel VNV. Alors, il me demande maintenant de savoir. Il me dit que un environnement de Python, un environnement virtuel a été créé, existe récemment. Donc, voulez-vous remplacer directement par un autre? Si je tape yes, c'est que un autre environnement se recrée. C'est pas que l'autre là, il va écraser l'autre, la première qui a été créée, et puis le remplacer par un autre maintenant. Alors donc, vous voyez, a virtual environment exist, do you want to remplace yes. Donc, activate with. Alors, donc, il me demande maintenant de l'activer avec la même commande qu'auparavant. Avec la même commande que j'avais utilisée au départ. Donc, bien sûr, l'environnement virtuel est activé. Tout est au pas. Ah, donc, il ne reste plus rien. Vous avez initialisé votre projet. Tout est prêt. Vous avez initialisé votre projet.
les fichiers de configuration sont prêts. Donc, il ne reste qu'à travailler dans votre fichier maintenant. On est d'accord? Alors donc, ce que je vais faire, je vais modifier ce fichier ici et cette fonction là. Qu'est-ce que je vais mettre seulement? Je vais voir qu'est-ce qu'on peut mettre dans la fonction main. Alors, je vais écrire juste une petite fonction qui demande mon nom, prénom et puis mon âge et puis l'implémente. Donc, je vais mettre âge égale un entier et puis je vais lui demander de mettre mon âge. Input, enter your age. On est d'accord? Alors, après ça, il va me demander mon nom. On est d'accord? Non. Donc, ça va int. Non. C'est une chaîne de caractères. Entrez votre nom. Après, je vais demander à l'utilisateur d'entrer son prénom. On est d'accord? Donc, enter your surname. D'accord? Alors donc, le message qui va exécuter avec la fonction main, le message qui va exécuter, c'est quoi? Print hello, votre nom, you are, etc. Donc, on va essayer d'implémenter ceci en utilisant, il y a deux parties, il y a deux choses importantes. Vous pouvez utiliser deux différentes commandes pour pouvoir l'installer, soit pour pouvoir exécuter cette commande et ce fichier bien sûr, soit utiliser le fichier Python 3. J'utilise plutôt la commande, excusez-moi, Python 3 main.py et puis il me demande directement d'entrer mon âge. Je mets 23. On est d'accord? Je mets mon nom. Je mets Donnant. Je vais mettre Donnant Eric. Je mets mon prénom maintenant. Je vais mettre Koulodi. Et la PAF, qu'est-ce qu'il me dit? Hello Koulodi, Donnant Eric. Tu as 23 ans. You are 30, you are 20 years, 24 year old. On est d'accord? Voilà. Donc, au lieu d'utiliser cette commande Python 3 main.py, je peux utiliser bien sûr uv run main.py. Ça fait exactement la même chose. Ça me demande mon âge, 25 ans. Mon nom, c'est Durando. D'accord? Mon nom, c'est Durando. Le prénom c'est Jeff Bezos. D'accord? Jeff Bezos. Alors donc il me dit hello Jeff Bezos Durando, you are 25 years old. Parfait. Donc tout est fait, tout est au complet, l'environnement du travail est prêt. On peut continuer maintenant. Alors, on a créé, structuré notre projet avec UV. On l'a initialisé. On est monté à la racine de notre projet. On a testé ensuite. On a créé un environnement virtuel. Donc, il y a une chose importante, c'est comment pouvoir installer maintenant les dépendances, les librairies ou bien les packages dans notre environnement virtuel maintenant. Ou bien dans notre projet, bien sûr. Donc, on va voir comment il faut installer les packages importants. On va voir maintenant comment il faut les supprimer. On va voir maintenant comment il faut synchroniser quand quelqu'un arrive à cloner votre projet. Et donc, on va se terminer et on va mettre un point d'honneur par rapport à ça. Alors, donc, on va parler maintenant de comment créer et comment installer maintenant un package ou bien une librairie dans cet environnement avec UV. Alors, normalement, avec PyPy, il suffit de taper seulement pp install je ne sais pas, je vais mettre Fast API par exemple. Je suppose que je vais développer un projet qui nécessite d'installer Fast API. Donc quand je vais l'installer avec pp, normalement je tape pp install Fast API et puis je lance. Ouais, d'accord? Et que je lance, tout est parfait. Voilà, j'attends que ça s'active. Normalement l'environnement virtuel est activé, hein. Ça ne devait pas causer de problème. Voilà. Donc, normalement avec PyPy, donc je disais tout à l'heure avec PyPy, on lance et puis voilà, c'est comme ça. Maintenant, l'installation prend assez de temps, etc. Maintenant, au lieu d'utiliser PyPy pour attendre près de 2 minutes ou bien 3 minutes avant de l'installer, on va utiliser rapidement UV. UV add. Tout simplement.
UV add et puis je mets le nom du package de la librairie que je vais installer. Le nom du... C'est tout. Alors, vous voyez, très rapidement, il a installé près de 11 packages. Il a installé près de 11 packages en 43 millisecondes. Donc, toute l'installation lui a coûté combien? 1,45 secondes. 1,45 secondes pour pouvoir installer toute cette package-là. N'est-ce pas très rapide de pouvoir utiliser ça? Utiliser UV au lieu de PP pour pouvoir installer une dépendance. Alors, je prends un autre exemple. Je vais installer par exemple le fichier de configuration pour pouvoir cacher les clés secrètes, le .env. Donc, il faut utiliser seulement la commande UV add Python, on est d'accord, -.env. On va voir comment ça se va. Alors, donc, on attend quelques instants et puis c'est fini. Paf, j'ai une installation rapide en 563 secondes. Seule installation, 4 millisecondes pour pouvoir l'installer et puis 533 millisecondes pour pouvoir mettre à jour. C'est très rapide, très speed. On se demande comment ça se passe. Alors normalement si c'était avec PP, il faut prendre assez de temps pour pouvoir faire l'installation, etc. Vous attendez au moins 2 minutes. Donc, le meilleur choix qu'il vous faut en 2026 pour pouvoir installer vos indépendances, pour pouvoir créer vos projets, mettre en place une bonne architecture, un bon environnement de travail est directement UV. Il n'y a pas de débat par rapport à ça. Utilisez directement UV. Alors, imaginez-vous par exemple que vous avez fini de travailler, vous voyez que il y a des packages que vous avez utilisés ou bien il y a des packages que vous avez installés et que vous ne le nécessitez pas plus, que vous ne nécessitez pas d'installer ces packages. C'est très simple. Il suffit d'utiliser, d'installer et de supprimer directement ce package-là de votre environnement de travail et tout est parfait. Alors, pour le faire avec UV, il faut utiliser seulement la commande UV-remove et UV remove et puis je le mets le nom du package. J'ai installé par exemple python.env. Donc je mets python.env. Alors, bien avant d'arriver là, on va voir ce qui se passe dans notre projet pour voir comment ça s'est passé. Donc on revient. Qu'est-ce qu'on a installé par exemple python.env et puis FastAPI. Donc on va vérifier dans notre projet et dans notre projet de configuration PyProject pour voir comment ça s'est passé. Alors, tous ces trucs-là, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Et ce qui a changé ici, c'est la ligne numéro 7 jusqu'à la ligne numéro 10. Vous pouvez voir directement. Dependency, les dépendances. Il a installé la version de FastAPI. On est d'accord? Il a installé directement la dernière version de Py.env qui existe. N'est-ce pas génial? Donc, les deux commandes ont été installées avec succès. On va vérifier maintenant le fichier logfile pour voir comment ça s'est fait. Dépendance, name FastAPI, name python.env. Donc, vous pouvez voir quels sont les autres packages qui entrent dans l'installation de ce package-là. Ce sont les autres packages-là, ça. Les autres indépendances qui sont entrées dans l'installation des packages que nous avons fait, c'est ça. Donc, ça vous donne directement une trace de tout ce que vous avez fait. Alors, de toutes les installations que vous avez fait. Donc, la commande qu'il faut retenir, en résumé, la commande qu'il faut retenir jusque-là, c'est que pour initialiser un projet, il suffit d'utiliser la commande UV init et le nom du projet. Vous utilisez la commande cd project maintenant pour entrer dans le nom du projet et dans le dossier projet. Et tout le reste est à vous maintenant. Vous pouvez manipuler. Pour installer une dépendance, il suffit seulement d'utiliser la commande UV add le nom de l'indépendance, de la dépendance. Pour pouvoir activer l'environnement virtuel ou bien le créer, il suffit seulement d'utiliser la commande UV VNV. Et puis c'est fini. L'environnement virtuel est créé. Pour pouvoir exécuter un script avec UV, seulement utiliser la commande UV run, le nom du fichier ou bien le nom du script Python. Et tout est fait. Alors donc maintenant, on va essayer maintenant de voir comment on peut supprimer une dépendance qui n'est pas nécessaire pour notre projet. Donc je mets python.env que je ne veux pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déinstallé directement ce package-là. Et ça m'a pris à peine 0,53 secondes pour pouvoir déinstaller. Donc on va voir dans notre dossier, est-ce que python.env
a été supprimé effectivement de notre projet. Alors, on vient ici. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Il n'existe plus. Ce fichier-là, cette dépendance n'existe plus dans notre projet. Vous voyez? Cette dépendance n'existe plus. Avant, on avait ça. Il y avait la deuxième ligne de commande ici. La deuxième ligne ici. Il y a seulement Fast API. Donc, on peut aussi décider de ne plus utiliser Fast API aussi. Donc, je mets UV remove Fast API. Et qu'est-ce qu'on pouvait voir? Toutes les dépendances qui avaient été utilisées pour pouvoir l'installer n'existeront plus. Voilà. Donc, dans UV et dans ceci aussi, dans UV.logfile, il n'existera plus rien également. N'est-ce pas génial? C'est tellement génial, très rapide de pouvoir l'utiliser que au point où vous ne vous en soucierez vraiment pas. Alors, donc, très rapide. Alors, donc, vous avez envie de synchroniser très rapidement. Vous avez cloné le repos de quelqu'un et vous voulez synchroniser et la personne a utilisé UV pour créer, pour l'initialiser. Il suffit seulement d'utiliser la commande UV synchronize, bien sûr. Alors, donc, il vous dit résolution d'un package en 1 seconde, check it 0,0 secondes. Et donc, votre environnement de travail, elle est complète, elle est prête à tout. Alors, donc, on peut réinstaller les deux dépendances, bien sûr. Vous pouvez installer plusieurs dépendances à la fois. D'accord. Python.1, Fast API, je ne sais pas, HLib pour pouvoir encrypter les mots de passe, etc. Donc, tout ça, c'est rapide, quoi. Alors, ok, c'est Fast API, non Fast. J'ai mis FAT. C'est FAT API. Alors, HLib, ça n'existe pas. No solution found when resolving. Ok. Voilà. Je savais pas l'écriture. The modules include library Python. Ok. C'est pas grave. C'est pas encore grave. Donc, je mets Python donne 1. Je mets request. Ce sont les dépendances qu'on veut installer. Voilà. En quelques secondes, rapidement. Quelques secondes. 16 paquets qui ont été installés en 815 millisecondes. Donc, on va vérifier si c'est bien installé. Fast API. Python donne 1 request. Dans ceci, on peut voir directement Fast API, Python donne un request. Alors, chers amis, nous sommes bien sûr à la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et de pouvoir pratiquer. On se retrouvera bien sûr à la prochaine fois pour entamer une nouvelle version de un deuxième jour qui va parler des outils de Git et GitHub. On va parler ensemble de Git et GitHub, de pouvoir comment créer un répertoire de travail sur GitHub pour ne pas perdre nos codes de travail, comment on peut pouvoir pousser toutes nos modifications locales vers directement GitHub pour éviter de perdre la trace de nos codes, et comment on peut utiliser Git maintenant pour pouvoir versionner notre projet afin de suivre l'historique exact pour pouvoir ne pas perdre de vue ce que nous faisons dans le projet. Alors, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. C'était Eric Okulodji, Data Scientist, ingénieur Machine Learning, et je suis fondateur, créateur, l'inspirateur de ML Academy. Merci bien et on se retrouve à la prochaine.